je vous propose, moi, d'interroger la question du harcèlement dans cette recherche par une entrée qui se centre sur les caractéristiques des victimes et, dans un deuxième temps, dans la tentative de mettre en lien ces victimes de harcèlement qui ont été qualifiées à juste titre dans le premier propos introductif de souffre-douleur, de mettre ça en lien avec le phénomène du bouc émissaire qui interroge davantage le collectif que les individus. Donc, dans un premier temps, je vais me centrer sur la question des victimes et la construction, et dans un deuxième temps, essayer de mettre en place des éléments de compréhension du phénomène de harcèlement au sein du processus plus large de bouc émissaire. Et dans un troisième temps, si j'ai le temps, d'évoquer quelques pistes de réponse à ce phénomène de harcèlement du point de vue des victimes. Alors, pour aborder cette question, d'un point de vue méthodologique, je suis parti des entretiens directs, ceux que j'ai menés moi-même, ceux que nous avons menés collectivement avec Sylvie Condette, que vous avez entendu précédemment, et puis l'écoute aussi et l'analyse des entretiens effectués par les collègues. Donc nous avons eu accès à l'ensemble du corpus que les uns et les autres, vous avez pu contribuer en partie à développer. Et puis j'ai essayé d'analyser la question de la caractéristique de la victime, à la fois d'un point de vue des professionnels et du point de vue des élèves. J'ai essayé de comprendre ces caractéristiques-là d'un point de vue des victimes, donc ce que les victimes disent de la construction de leur posture, voire de leur état de harcelé, et des auteurs. J'ai essayé aussi de repérer des différences éventuelles liées au territoire, puisque nous avons eu accès non seulement à 3 collèges, à des éléments extérieurs à certains collèges, et puis également à l'intérieur de chaque collège, les territoires ne sont pas forcément toujours les mêmes. Le territoire de la vie scolaire, ce n'est pas forcément le territoire qui est juste limitrophe de l'établissement, qui est peut-être différent aussi des territoires partagés ou des territoires d'enseignement. Il y a d'une certaine manière des normes spécifiques à différents territoires à l'intérieur des grands territoires, on pourrait dire ça comme ça. Et puis pour finir, j'ai essayé de repérer les modalités, peut-être pour approcher une typologie des modes de harcèlement, et on verra que finalement c'est pas forcément très simple. Alors, quelques idées forces. La première idée, dans la construction du harcelé, on va dire ça comme ça, c'est une articulation complexe entre 3 niveaux. Des caractéristiques qui sont purement individuelles, donc liées à l'histoire de vie de la personne, liées à son ressenti, à ses affects, à ses émotions dans la situation. Ce niveau individuel mérite d'être mis en relation avec un niveau collectif. En d'autres termes, il y a des dynamiques dans les collectifs, les groupes de classe, les groupes de pairs, les groupes d'appartenance territoriaux, ethniques, etc., qui génèrent des dynamiques qui vont accentuer, qui vont construire le phénomène de harcelé à travers cette interaction entre un groupe ou une partie du groupe et la personne qui est harcelée. Et le troisième niveau, qui est le niveau institutionnel, et on pourrait dire que, en fonction du contexte, la construction de l'organisation institutionnelle, l'implication institutionnelle, le fonctionnement institutionnel va venir surdéterminer à la fois les dynamiques de groupe dans les classes et dans les groupes de pairs, et en même temps surdéterminer l'image de soi que se construisent les harcelés et aussi les harceleurs. Et puis on pourrait dire, parce que ça a été évoqué ce matin avec beaucoup de pertinence, il y a un niveau sociétal qui vient d'une certaine manière englober tous les autres niveaux et qui fait que, d'ailleurs aujourd'hui, au niveau sociétal, on parle du phénomène de harcèlement d'un point de vue libre. La preuve, on évoque cette question-là, avec peut-être quand même des phases cachées, des phases d'ombre qui nous appartient de dévoiler. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque dans la première définition qui nous a été donnée par l'institution du harcèlement, lorsqu'on décrit le harcèlement comme un phénomène
invisible, le qualificatif a été utilisé, eh bien, d'une certaine manière, si c'est invisible, on ne peut rien contre. Alors, or, tout notre travail, c'est de le rendre visible, et je dirais même que, d'un point de vue définitionnel, il faudrait qu'on essaye à se dire que c'est un processus qui est à dévoiler le plus tôt possible, pour que, justement, celui qui est en situation d'être harcelé ne prenne pas les caractéristiques du harcelé. Et d'une certaine manière, le travail qu'on essaye de faire collectivement aujourd'hui, c'est un travail de dévoilement de ce processus pour permettre ensuite d'agir le plus précocement possible, parce que on voit bien que dans la relation harceleur-harcelé, lorsque les rôles sont installés, voire fortement installés, ben c'est d'autant plus difficile d'agir. Donc tout le travail, c'est de rendre justement visible cet invisible, rendre perceptible ce qui est insidieux, par ne serait-ce qu'une vigilance, mais j'y reviendrai. Alors, donc, une fois qu'on a posé l'intrication extrême du niveau individuel, lié notamment à la personnalité, du niveau collectif, dans des dynamiques qui viennent surdéterminer cette chose-là, et du niveau institutionnel, je pense qu'il faut qu'on dise que le phénomène du harcèlement est une construction sur l'idée de la différence. Et une différence qui est réel ou fantasmé, ou réel et imaginaire, on peut choisir les termes qu'on veut, réel ou imaginaire, on peut dire ça comme ça, mais qui de toute façon, dans un premier temps, n'est pas accepté, qui est dénigré, qui est stigmatisé, qui est caricaturé. Et on pourrait trouver, alors ça c'est des adjectifs que des professionnels ont utilisés pour évoquer le phénomène de cette différence qui à un moment pose problème à un groupe, ou pose problème à des individus au sein du groupe. Cette construction sur la différence, elle se fait généralement soit dans l'interaction individuelle, donc un individu a un problème avec la différence de l'autre, il la rejette, il la stigmatise, il la caricature, une relation individuelle, ou alors a comme point de départ un petit collectif, 2-3 élèves au sein d'un groupe, qui prennent celui qui va devenir harcelé comme prétexte cette différence pour pouvoir le harceler. Et ensuite, en fonction des situations, il y a une agrégation des autres membres du groupe pour soit défendre le harcelé, soit au contraire aller dans le sens des harceleurs. Et là, on pourrait dire que la construction autour des normes se fait autour de la question de la domination, ici et maintenant, dans une construction des alliances, dans une construction des relations en fonction de la vie du groupe, des obstacles que rencontre le groupe, sur un fond, on pourrait dire, d'estime de soi, sur un fond d'altérité, sur un fond de peur, parfois réciproque, et sur un fond, le mot a été utilisé, et je le reprends volontiers, d'angoisse, qui est plus ou moins partagée, plus ou moins transmise. Et en tout cas, c'est l'idée que dans une relation construite autour des activités d'un groupe, vont se construire des alliances dans des rapports de force, qui vont redistribuer d'une certaine manière les cartes, si les cartes ne sont pas distribuées préalablement. En d'autres termes, ce qu'on peut appeler des signes victimaires, les caractéristiques de celui qui va être harcelé, celui qui est trop ou qui n'est pas assez au regard de cette différence vis-à-vis du groupe, eh bien, va entraîner des jeux, des négociations, on pourrait dire, de place, de rôle, de statut, qui vont enfermer petit à petit la personne harcelée dans ce rôle de harcelé, et les autres dans le rôle de harceleur, ou au contraire parfois redistribuer les cartes. Et c'est ainsi que si, d'une manière générale, prendre parti pour le harceler, c'est prendre le risque à un moment d'être harcelé, on a des exemples dans les témoignages qui nous ont été donnés, ce n'est pas toujours vrai, et comme c'est un rapport de force, lorsque on réussit à épauler la personne qui est harcelée, eh bien, dans ce retournement des alliances, dans ce retournement de domination au sein du groupe, eh bien, on voit parfois que les cartes sont redistribuées totalement. Et là, évidemment, on ne peut pas laisser que les élèves
redistribuer les cartes, la part pédagogique, ça a été évoqué tout à l'heure, et la part institutionnelle ont évidemment une grande importance. Alors, tout ça pour dire que, finalement, les histoires de domination au sein des groupes ne sont pas données à l'avance, sauf lorsque les signes victimaires qui sont construits en situation, je le répète, sont soit hérités, c'est-à-dire qu'on passe d'un groupe à l'autre avec cette étiquette-là, et donc la personne arrive dans un groupe et il est déjà étiqueté comme tel, voire, et donc ça c'est du côté des harceleurs, voire intériorisé par le harcelé lui-même, qui porte ces signes victimaires en lui et qui n'arrive pas à s'en détacher, même si on change de contexte. C'est la raison pour laquelle parfois ça ne sert à rien de changer de contexte une personne qui est harcelée si le travail sur soi n'a pas été fait dans l'interrogation collective qu'on doit avoir sur les dynamiques de groupe et les interrelations entre un groupe de harceleurs et quelqu'un qui est harcelé. Et donc, si dans le domaine du monde du travail, à partir des travaux fondateurs de Marie-France Irigoyen, on peut typologiser des catégories de harcelés. Alors elle, par exemple, dans ses travaux fondateurs d'avant les années 2000, elle dit les femmes enceintes, etc. Enfin, il y a une catégorie, il y a des catégories comme ça qui sont plus ou moins spécifiques. Eh bien, nous, on s'aperçoit dans l'étude qu'on a faite auprès des terrains enquêtés que c'est bien la norme dominante qui va générer le phénomène de harcèlement. En d'autres termes, il n'y a pas de prédisposition dans ce qu'on a pu voir, mis à part toujours cette précaution de dire que des signes victimaires hérités ou intériorisés, il n'y a pas de prédisposition a priori sur celui qui va être bouc émissaire. Donc d'un territoire à l'autre, on ne peut pas dire c'est le petit, c'est le gros, c'est le noir, c'est le je sais pas quoi. On ne peut pas dire à l'avance, on ne peut pas avoir de signes prédictifs du harcelé. Ça c'est à mon avis très important, parce que ça veut dire que si en termes de prévention, on prend la précaution de repérer les signes distinctifs des uns, donc ce qui nous distingue les uns des autres, et qu'on a un travail suffisamment de prévention du phénomène, eh bien on peut faire le pari que le phénomène du harcèlement peut être évité, puisque les choses ne sont pas données systématiquement à l'avant. Et si on est dans un contexte où il y a déjà des habitus, puisqu'on sait bien que dans certains groupes, il y a des habitudes de rejet de certains, eh bien travailler en amont de l'arrivée d'une nouvelle personne au sein du groupe permet éventuellement de prévenir ce phénomène et de faire en sorte que la personne harcelée ne le soit pas. Donc, il est illusoire de proposer des typologies toutes faites, d'autant plus que on s'est rendu compte que là où, par exemple, les garçons, dans un environnement où les garçons sont dominants, on pourrait croire que les filles, par leur différence, risquent d'être harcelées, ce qui n'est pas faux, mais on s'aperçoit aussi de façon plus fine qu'à l'intérieur du groupe de harceleurs ou du groupe dominant, il y a aussi des processus de harcèlement. Et que donc, il y a une sorte de tension entre proximité avec le groupe. C'est parfois le meilleur ami qui devient le harcelé. C'est parfois l'allié d'un jour qui devient le harcelé. De la même façon que c'est parfois celui qui est très éloigné du groupe qui est systématiquement harcelé. En d'autres termes, c'est des alchimies qui sont complexes et qui ne peuvent être décryptées que dans l'intelligence des situations, donc que dans l'appréhension spécifique de toutes les situations. Alors, premier élément donc, une construction autour des alliances et des alliances qui peuvent être défaites. Des alliances qui sont, dans le cadre du harcèlement, toujours des alliances négatives, lorsqu'on construit la figure du harcelé, qui peuvent devenir positives lorsque on prend position pour le harcelé. Deuxième élément, un processus de fragilisation qui peut n'épargner personne dans un rapport harceleur-harcelé, je l'ai déjà dit, qui peut se retourner, mais qui aussi, en fonction des contextes, peut s'inverser. Et nous avons étudié dans le corpus que nous avons 3 cas particulièrement intéressants. Le premier cas, c'est une jeune fille qui est harcelée dans un premier groupe, qui prend conscience du processus, de ce qu'elle a vécu,
qui arrive dans un autre endroit et qui, ayant pris conscience du processus, devient à son tour harceleuse. Un autre cas de figure, beaucoup plus positif, où la même chose se passe, et la personne, au lieu de devenir harceleuse, pose les conditions dans son groupe, par une posture de domination, d'un bien-être collectif, et donc empêche certains d'être harceleurs. Et puis, on a un autre cas de figure, où on a un garçon qui était harceleur, qui se trouve dans un autre contexte et qui devient lui-même harcelé. Et donc on voit bien que la figure harceleur-harceleuse, c'est une figure qui est très complexe et qui se retourne aisément en fonction du contexte. Et je crois qu'on n'insistera jamais suffisamment sur le fait de dire que le contexte joue énormément et qu'en intervenant sur le contexte, mais ça on le sait depuis que les pédagogies qui s'intéressent à l'institution le savent. J'évoquais à table la question de la pédagogie institutionnelle. Reprenons les fondamentaux de la pédagogie institutionnelle et de l'analyse institutionnelle, et tous ces phénomènes-là, on les décrypte et on peut les réguler. En tout cas, c'est l'idée qu'à un moment, s'interroger sur la place du contexte, autant que sur la personnalité du harcelé comme du harceleur, devient essentiel. On a longtemps considéré que le harcelé était faible et que le harceleur avait une personnalité troublée, perturbée, ce qui est parfois vrai dans son histoire de vie, mais on s'aperçoit aussi que, en fonction des contextes, dans le corpus que l'on a étudié, que bien souvent ce sont des personnes tout à fait ordinaires, qui sont prises dans des logiques qui les dépassent et qui fait qu'à un moment, soit elles sont stigmatisées, soit elles stigmatisent. Donc ça veut dire qu'une interrogation sur le contexte particulier qui est toujours lié aux enjeux de la situation devient essentielle dès lors qu'on veut intervenir sur le processus. Notamment en réfléchissant aux dynamiques de groupe qui sont plus ou moins visibles, plus ou moins perceptibles, plus ou moins inattendues, mais qui sont toujours en destination dans les groupes, le leadership, les questions de leader positif, négatif, les dynamiques qui sont constructives ou qui au contraire sont destructrices du vivre ensemble, eh bien ces éléments-là, sur lesquels évidemment l'activité pédagogique est énorme, a une place énorme, permet de transformer les relations dans un sens ou dans un autre. Dans une autre recherche qui a pu être faite, on s'est aperçu que dans deux contextes équivalents, avec les mêmes personnalités, changer les modalités simplement d'organisation spatiale d'une salle, transformer les relations. Donc ça veut dire qu'il suffit à un moment, entre guillemets, à un moment, de modifier un des éléments du contexte, et on a toute une dynamique qui se construit totalement différemment. Alors, les modalités, eh bien on pourrait dire que les modalités, elles sont vieilles comme le monde, et que, en même temps, elles épousent les moyens modernes de communication. Et donc, eh bien, il existe, en tout cas, toujours une tension entre ce qui se joue ici, c'est-à-dire à l'intérieur du groupe même, et ce qui se joue ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de cloison infranchissable entre la vie du groupe et ce qu'on se transporte de la vie du groupe à l'extérieur. Toujours, quelqu'un évoquait la guerre des boutons, toujours, ce qui se passe à un moment a des répercussions, voire les mêmes manifestations à l'extérieur. Donc il y a une tension entre ici et ailleurs, de la même façon qu'il y a une tension entre maintenant et plus tard. C'est-à-dire que ce qui se joue maintenant dans un temps T a des répercussions sur ce qui se jouera demain. Et donc, si aujourd'hui on parle beaucoup de la persécution à distance via le cyberharcèlement, téléphone, réseaux sociaux, etc., c'est-à-dire qu'on voit bien que la manifestation du harcèlement, d'une certaine manière, s'est sophistiquée avec les modes de communication plus sophistiqués, et que d'une certaine manière, le harcèlement accompagne les acteurs du phénomène en dehors de l'espace scolaire, jusque dans l'espace privé, voire intime, la maison, la chambre, le lit, on a son téléphone dans le lit, les adolescents ont téléphone dans le lit. Donc, si le phénomène, il accompagne ça, on pourrait dire que
si c'est nouveau d'un point de vue de la matérialité, c'est vieux comme le monde, parce que les processus psychiques que le harcelé emmène de l'endroit où le harcelé à la maison, à table avec ses parents et en famille, ça a toujours existé. Donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau, sauf quelques moyens de communication qui sont contemporains, comme chaque époque utilise les moyens qu'il a à sa disposition par rapport à ça. Et donc, ce qui paraît intéressant et nécessaire, c'est de s'intéresser et de travailler sur ces tensions-là. Qu'est-ce qui se joue ici? Qu'est-ce qui se joue ailleurs? Quels sont les déplacements qui ont lieu dans la représentation que les uns et les autres se font, entre le moment immédiat et le moment différé? Qu'est-ce qui se joue dans les groupes de harceleurs? Qu'est-ce qui se joue dans la tête du harcelé? Qu'est-ce qui se joue dans le harcelé au regard d'un environnement dans lequel il a parfois peur d'évoquer lorsqu'il n'a pas confiance dans les adultes qui entourent à l'école? Il a plus peur de parler que s'il a confiance dans l'intervention institutionnelle, voire même à la maison, pour ne pas culpabiliser les parents, pour ne pas les embêter avec ça. Qu'est-ce qui se joue là-dedans en termes de processus à la fois psychique et fonctionnel qui fait que la situation soit trouve des dénouements positifs, soit au contraire s'accélère négativement? Je vous remercie.